Je vais te demander de participer à une expérience. Quand tu quitteras cette pièce, quand tu iras dans le monde extérieur, aujourd'hui, demain ou quand tu en auras envie, je voudrais que tu poses une question à un inconnu et que tu y répondes toi-même. Tu pourrais le croiser dans le bus ou en marchant dans la rue. Je vais te montrer la question que je te propose de poser et à laquelle tu devras répondre. La question est, quand était la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un? Alors, par curiosité, combien d'entre vous sont vraiment enthousiastes à l'idée de cette expérience? Aucune main levée. Et c'est compréhensible, non? Parce que rien ne semble plus intimidant ou moins amusant que d'aborder un inconnu. Lui demander quand il a pleuré devant quelqu'un, puis lui raconter ton propre moment de vulnérabilité. Mais je vais essayer de te convaincre que cette expérience vaut la peine d'être faite, et même répétée chaque fois que possible, car elle peut améliorer ta vie. Pour t'expliquer pourquoi, je dois te raconter une petite histoire sur moi et ma femme. Il y a quelques années, nous sommes tombés dans un mauvais schéma. Nous étions mariés depuis 20 ans, mais je rentrais après une longue journée de travail. J'étais reporter au New York Times à l'époque, et je me plaignais de ma journée, de ne pas être assez apprécié. Ma femme, très raisonnablement, me donnait de bons conseils. Par exemple, pourquoi ne pas inviter ton patron à déjeuner? Vous pourriez mieux vous connaître. Mais au lieu de l'écouter, je m'énervais encore plus. Je disais des choses comme « Pourquoi tu ne me soutiens pas? Tu devrais être indigné pour moi. » Elle s'énervait alors parce que je l'attaquais alors qu'elle me donnait de bons conseils. C'était « Quelqu'un a déjà vécu une situation similaire. Ce n'était pas une bonne dynamique. » Alors, j'ai commencé à parler à des chercheurs spécialisés dans la communication. Je leur ai demandé « Pourquoi est-ce que je tombe dans ce schéma ?» Ils m'ont répondu « Tu fais une erreur. » Nous vivons une époque dorée pour comprendre la communication grâce aux avancées en imagerie neuronale et en collecte de données. Ils m'ont expliqué que l'une des grandes découvertes récentes est que nous avons tendance à voir une discussion comme une seule conversation. Nous parlons d'une chose, ma journée, les notes des enfants ou ce qu'on va manger ce soir. Mais en réalité, chaque discussion contient plusieurs conversations différentes. En général, ces conversations se divisent en 3 catégories. Il y a les conversations pratiques, où nous parlons de faits, de ce dont il s'agit vraiment. Ensuite, il y a les conversations émotionnelles, où nous parlons de nos sentiments. Mon but est de partager ce que je ressens, et je ne veux pas que tu résolves mes problèmes. Je veux que tu compatisses. Enfin, il y a les conversations sociales, où nous parlons de nos identités, de ce qui nous définit, de la manière dont nous nous situons par rapport aux autres et à la société. Les chercheurs m'ont expliqué que si les gens ont des conversations différentes au même moment, ils ne peuvent pas vraiment se comprendre. Ils ne parviennent pas à se connecter. Et c'est exactement ce qui se passait avec ma femme et moi. Je rentrais à la maison et j'avais une conversation émotionnelle. Ma femme répondait avec une conversation pratique. Les 2 types de conversations sont légitimes. Mais comme nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, nous ne communiquions pas vraiment. En neurologie et en psychologie, cette idée est devenue si importante qu'on l'appelle désormais le principe de correspondance. Il dit qu'une communication réussie nécessite de reconnaître le type de conversation en cours et de s'y adapter mutuellement. Mais comment faire cela? Dans les écoles, on enseigne aux professeurs à le faire. Si un élève vient te parler d'un problème, tu dois lui demander « Est-ce que tu veux de l'aide ?» Conversation pratique. « Est-ce que tu as besoin d'un câlin ?» Conversation émotionnelle. Ou « Est-ce que tu veux juste être écouté ?» Conversation sociale. Et ça marche. Si tu demandes aux élèves ce dont ils ont besoin, ils te le diront. Mais bien sûr, c'est plus difficile dans la vie réelle. Si tu demandes à un collègue s'il a besoin d'un câlin, les ressources humaines pourraient s'en mêler. Heureusement, il existe une autre méthode pour nous, les gens normaux. Poser des questions, et en particulier un type de question spécifique, appelée question profonde. Une question profonde est une question qui nous invite à parler de nos valeurs, de nos croyances ou de nos expériences. Ça peut sembler intimidant, mais c'est en fait plus simple qu'il n'y paraît. Par exemple, au lieu de demander « Où travailles-tu ?», tu pourrais demander « Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail ?» Au lieu de demander « Dans quel lycée es-tu allé ?», tu pourrais dire « Comment était ton lycée ? Qu'as-tu appris là-bas ? Qu'est-ce qui t'a marqué ?» Autrement dit, au lieu de demander des faits sur la vie de quelqu'un, nous devrions leur demander ce qu'ils ressentent à propos de leur vie.
Car quand nous faisons cela, ils nous révèlent qui ils sont vraiment. Ils nous disent ce qu'ils veulent, non seulement de cette conversation, mais aussi comment ils espèrent que nous les verrons, et ce qui compte le plus pour eux. Les études montrent que cela est si puissant parce que ces questions nous permettent d'être vulnérables. Et la vulnérabilité, surtout lorsqu'elle est réciproque, est la clé pour créer des liens avec les autres. Pour illustrer cela, je vais te raconter l'histoire du docteur Befar Edei. Le docteur Edei est chirurgien spécialisé dans le cancer de la prostate à New York. Chaque jour, des patients viennent dans son cabinet, cherchant, croit-il, des conseils médicaux. Et il leur dit « Vous ne devriez pas subir d'opération ». La prostate est située près des nerfs qui contrôlent la miction et la fonction sexuelle, ce qui rend la chirurgie risquée. De plus, la plupart des tumeurs de la prostate se développent très lentement. C'est l'un des cancers à la croissance la plus lente. Il y a même un dicton parmi les médecins. Si un patient âgé a un cancer de la prostate, il mourra de vieillesse avant que le cancer ne le tue. Le docteur Edei disait donc à ses patients « Écoutez, je ne pense pas que vous devriez faire quoi que ce soit. Je recommande une surveillance active. Nous ferons une prise de sang tous les 6 mois, une biopsie tous les 2 ans, et si la tumeur évolue, nous ferons une IRM. Si nécessaire, nous opérerons, mais sinon, pas de radiation, pas de chirurgie, ça ira. » Mais les patients rentraient chez eux, en parlaient avec leurs conjoints, puis revenaient le lendemain en insistant pour être opérés. Ils disaient « Je veux que vous m'ouvriez et enleviez la tumeur le plus vite possible. » Pour le docteur Edei, c'était incompréhensible. Il pensait que ces conversations seraient les plus faciles de sa carrière. Il disait aux gens qu'il n'avait pas besoin de chirurgie, et il est chirurgien. Mais quand cela s'est répété encore et encore, il a réalisé « Ce n'est pas un problème avec mes patients, c'est un problème avec moi. Je fais quelque chose de mal. » Il est alors allé voir des professeurs à la Harvard Business School pour demander conseil. Ils lui ont dit « Votre plus grande erreur est de commencer ces conversations du mauvais pied. Vous partez du principe que le patient vient dans votre cabinet pour chercher des conseils médicaux. Mais vous ne savez pas si c'est vrai, car vous ne leur posez aucune question. Vous devez commencer par poser des questions profondes. » 2 semaines plus tard, un homme de 62 ans vient consulter le docteur Edei pour la première fois. Il venait d'être diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Au lieu de lui donner des conseils, le docteur Edei lui a posé une question. « Que signifie pour vous ce diagnostic de cancer ?» L'homme s'est mis à parler. Il a parlé de la mort de son père quand il avait 17 ans, de la difficulté que cela avait représenté pour lui et sa mère. Puis il a évoqué ses inquiétudes au travail. Si ses jeunes collègues apprenaient qu'il avait un cancer, ils le verraient différemment, comme s'il était déjà condamné, alors qu'il avait encore 20 ou 30 ans de carrière devant lui. Ensuite, il a parlé de ses petits-enfants et de ses craintes pour le monde qu'ils allaient hériter avec le changement climatique et tout le reste. Le docteur Edei s'attendait à ce que cet homme parle de cancer, de mortalité ou de douleur, mais ces sujets ne sont jamais venus. À ce moment, le docteur Edei a compris, grâce à cette question profonde, que cet homme voulait une conversation émotionnelle. Il voulait parler de ses sentiments. Il avait besoin d'être réconforté. Le docteur Edei ne l'a pas physiquement pris dans ses bras, mais il a fait l'équivalent verbal. Il a parlé de sa propre expérience avec son père malade, de la peur qu'il avait ressentie, mais aussi du rapprochement inattendu que cela avait créé entre eux. Ils ont parlé de cela pendant 8 minutes, juste 8 minutes. Puis le docteur Edei a dit « Ça vous dérange si on parle un peu des options médicales maintenant ?» Et ils sont passés à une conversation pratique. En 7 minutes supplémentaires, l'homme a décidé de suivre une surveillance active et n'a jamais regretté son choix. Aujourd'hui, la majorité des patients du docteur Edei optent pour la surveillance active grâce à cette approche. Et le plus important, c'est que nous pouvons faire cela dans n'importe quelle conversation. Ce n'est pas réservé aux discussions cruciales ou vitales. Nous pouvons toujours mieux nous connecter avec la personne en face de nous si nous le voulons vraiment, ce qui me ramène à l'expérience. Rappelle-toi, tu dois trouver un inconnu, lui demander « Quand était la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un ?» Puis répondre toi-même à la question. Cette expérience a été réalisée des milliers de fois, notamment par Nick Epley à l'Université de Chicago. Les gens détestent cette expérience au départ. Personne ne se dit « Génial, ça va être super ». Ils disent plutôt « Je ne veux pas faire ça.
Ça a l'air horrible. Mais comme ils sont dans une expérience, ils le font. Ils posent moi la question, ils répondent, puis Nick Epley leur demande « Comment c'était ?» Et les réponses sont souvent « Waouh, je me suis senti tellement connecté à cette personne, plus qu'avec d'autres personnes depuis longtemps. Je me suis senti plus attentionné envers eux et j'ai senti qu'ils se souciaient vraiment de moi. Ils ont écouté attentivement et c'était facile pour moi de les écouter aussi. » Finalement, presque tout le monde dit que c'était l'une des meilleures conversations qu'ils aient eues depuis une semaine, un mois, voire un an. Ils disent même « Je suis si content d'avoir été jumelé avec cette personne. C'était la bonne personne pour moi. » Alors qu'en réalité, la seule chose qui était juste était qu'ils étaient un inconnu et qu'ils avaient posé la bonne question, le bon type de question. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que c'est une question profonde. Elle nous permet de dire quelque chose de vrai. Et quand nous posons des questions profondes, nous comprenons dans quelle conversation nous sommes, ce dont nous parlons vraiment et ce que chacun veut vraiment retirer de cet échange. C'est ainsi que nous créons des liens. Nous vivons une époque de polarisation et de division. Nous avons oublié comment avoir des conversations. Mais il y a une science derrière cela. Il y a des gens qu'on appelle les super communicateurs. Ils ne sont pas plus charismatiques ou extravertis que les autres. Ils ont simplement appris des compétences qui leur permettent de se connecter aux autres. Et ce sont des compétences que nous pouvons tous apprendre. Ce sentiment de bien-être après une conversation enrichissante, cette chaleur que tu ressens, notre cerveau l'a évolué pour nous le donner parce que nous avons besoin de connexion. Alors j'espère que tu sortiras, que tu trouveras un inconnu et que tu lui parleras de la dernière fois où tu as pleuré devant quelqu'un. Et ensuite, raconte-moi comment ça s'est passé. Merci.